Bonjour les jeunes. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie de notre cours en B2B qui est différente des autres parties. Elle est liée au digital, elle est liée au commerce électronique, au B2B et l'utilisation des médias sociaux en B2B. Et bien sûr, on sait très bien que actuellement les échanges électroniques B2B connaissent une accélération importante, mais sans pour autant parler d'une révolution, car de tels échanges ne sont pas nés d'Internet. Pourquoi? Par exemple, les distributeurs et les constructeurs automobiles utilisaient déjà les échanges de données informatiques depuis quand même les années 80. Et donc, le commerce électronique ou le e-commerce interentreprise ne peut être bien compris que si on l'analyse comme un élément d'une politique d'ensemble qui concerne différents processus comme la gestion de la chaîne d'approvisionnement ou la gestion planifiée des ressources et bien sûr on va voir dans cette partie les principales caractéristiques du e-commerce et puis nous allons enfin conclure ou bien finir cette partie par l'utilisation et l'importance d'avoir une stratégie de médias sociaux en B2B. Alors, pour commencer, nous allons voir les grandes applications B2B qui sont utilisées actuellement. La première application, c'est ce qu'on appelle le e-procurement ou achat électronique. Et bien sûr, en B2B, l'achat des biens et des services, elle représente la source principale des dépenses d'une entreprise qui dépasse fréquemment 60% du coût du produit vendu. Et bien sûr, les processus d'achat sont de ce fait tout indiqués pour faire l'objet d'applications e-business dont les objectifs est bien sûr la réduction des coûts et des délais. Et bien sûr, les anglo-saxons, ils distinguent entre purchasing, qui est l'achat, et le procurement, qui a une signification en fait plus large de l'achat puisqu'elle inclut les achats, le transport, l'entreposage et la réception du produit, c'est-à-dire l'achat et la logistique entrante. Et puis l'enjeu des applications et procurement, elles permettent en fait d'intégrer différents éléments dans ce processus complexe qui permettent en fait de réduire les manipulations des documents, de réduire les coûts d'achat, de réduire les délais, d'éliminer un peu les achats aberrants ou non autorisés et enfin de mieux intégrer l'achat à d'autres fonctions internes comme la comptabilité et la production. Deuxième application, c'est ce qu'on appelle la supply chain management. Cette supply chain management ou chaîne d'approvisionnement ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement, elles sont de très nombreuses en fait entreprises participent à une chaîne d'approvisionnement, au sein d'une industrie. Des fournisseurs de matières premières aux fournisseurs du bien transformé, rappelez-vous notre filière industrielle et du coup cette chaîne d'approvisionnement, depuis les fournisseurs de matières premières aux fournisseurs de la matière transformée, des sociétés de transport aux fabricants et grossistes, puis bien sûr aux distributeurs. Et entre ces multiples entreprises qui interviennent dans cette chaîne d'approvisionnement, il existe de nombreux flux qu'on peut regrouper en flux de produits, en flux de données comme par exemple les catalogues, les bons de commande, les autorisations, les bons de livraison et en flux qui sont financiers. Et bien sûr, chacun de ces flux, il est descendant, fourniture des biens, crédit ou encaissement, etc., ou ascendant, qui, par exemple, le retour de marchandises ou le remboursement. Et l'objectif de cette supply chain, c'est de coordonner en fait les flux de produits, les données, l'argent entre et au sein des entreprises participantes. Et donc là, il s'agit en fait d'intégrer ces flux et ces acteurs dans un même système d'information pour bien sûr réduire les erreurs, les coûts et les délais. Et puis nous avons ce qu'on appelle les ERP ou les Enterprise Resource Planning.
ou la gestion planifiée des ressources. Et en fait, le RP en fait, n'est pas un système isolé, mais plutôt c'est un ensemble d'applications qui inclut les solutions de gestion administrative comme la finance et la comptabilité, la gestion des ressources humaines comme la paie, la carrière et tout ce qui est capital social. Et bien sûr, ça permet également, le RP permet également la gestion de la production comme les plannings ou bien la gestion des stocks. Et du coup, les solutions ERP ont pour propos en fait de relier ou d'intégrer des processus qui sont habituellement gérés donc de façon isolée, par exemple dans des départements, alors qu'ils sont pourtant dépendants l'un de l'autre, comme par exemple la production, la logistique, la comptabilité auraient intérêt donc à partager des applications informatiques communes plutôt que d'être traités donc dans des silos informatiques qui sont séparés. Et donc l'ERP, elle a pour principal objet donc de faciliter les flux et le traitement des informations entre les différentes fonctions en entreprise. Donc, alors que la supply chain, donc management, donc l'application d'avant, elle est orientée vers la collaboration avec les acteurs externes de l'entreprise, les ERP plutôt, elles se focalisent sur les processus internes et donc ces solutions se concentrent donc sur une amélioration de la productivité donc du back office et non du front office. Puis nous avons ce qu'on appelle le selling chain management ou ce qu'on appelle l'automatisation des processus de commande et cette automatisation, c'est en fait, elle concerne l'automatisation des processus de commande, de la demande d'information à la prise de commande, et l'objectif de ces applications en fait est de faciliter le processus de commande du client ou du vendeur, d'accroître le niveau de service, de favoriser bien sûr la personnalisation des produits, d'améliorer l'efficacité de la force de vente et donc l'automatisation de certaines fonctions, gestion d'agenda du groupe, les ventes collaboratives ou la planification. Et bien sûr, ces applications, donc les applications du Sell and Chain Management, elles incluent typiquement les catalogues électroniques, les cotations de prix, l'information sur la disponibilité des produits, la gestion des commandes, la gestion des contrats de vente et la gestion des vendeurs ainsi que leurs commissions. Et enfin, dernière application, mais tout aussi importante que les précédentes, c'est le CRM, donc le Customer Relationship Management ou la gestion de la relation client, qui a pour objet principal de suivre de façon individuelle, donc l'intérêt de la gestion de la relation client, donc d'une façon individuelle, les clients dans le temps, donc à travers multiples canaux qui sont utilisés par l'entreprise. Et bien sûr ici, quand on parle de relation client, l'objectif principal c'est d'assurer un meilleur service aux clients, de développer les ventes et de mieux organiser donc les processus internes de l'entreprise autour des besoins des clients spécifiques. Et du coup, la gestion de la relation client, elle est très importante dans les applications B2B, qui est à prendre en considération et qui permet vraiment d'améliorer les relations et bien sûr de fidéliser donc le client. Donc autant d'applications qui en fait permettent de faciliter donc des applications en ligne qui permettent en fait, ou bien des applications digitales comme le e-procurement, la supply chain management, les ERP, le customer relationship management, la selling chain management, qui permettent en fait de faciliter les processus et les chaînes d'approvisionnement des entreprises en B2B. Puis également, nous avons le commerce électronique en ligne ou le e-commerce. Et puis, lorsqu'une entreprise, elle souhaite en fait vendre ses produits ou ses services en ligne, elle peut le faire soit sur son propre site internet ou sur une place de marché ou une marketplace qu'on va voir maintenant plus en détail. Donc, une entreprise peut vendre sur son propre site internet.
Et bien sûr, vendre sur son propre site internet permet de s'affranchir d'éventuels intermédiaires. Mais ceci implique bien sûr d'y consacrer des moyens importants, l'animation du site internet, bien sûr B2B, donc l'acquisition du trafic, l'optimisation du parcours achat, la production et la mise à jour des contenus, bien sûr qui nécessitent des ressources comparables à celles qu'il faut mobiliser donc dans le B2C. Et si l'on souhaite également vendre au-delà des frontières mondiales, il faut développer et tenir à jour donc un site en plusieurs langues et déployer bien sûr un bon planning ou un bon plan marketing online donc dans chaque pays. Et pour se faire connaître, et du coup ça coûte cher pour l'entreprise et ceci n'est pas toujours à la portée donc des petites entreprises ou moyennes entreprises, d'où l'intérêt tout simplement de vendre sur une marketplace. C'est quoi une marketplace ou une place de marché électronique B2B? Elle met en fait en relation des entreprises intéressées à réaliser des transactions économiques entre elles et qui automatise et optimise les services liés à ces relations. Et donc vendre sur une marketplace, c'est un moyen d'atteindre des nouveaux publics, donc de nouvelles cibles, d'agrandir sa base de prospects plus facilement, donc dans une logique de développement international. Et donc les marketplaces, elles peuvent prendre des formes multiples. Elles peuvent être publiques ou privées, donc qui sont réservées à quelques entreprises membres. Elles peuvent être sectorielles ou transsectorielles. Elles peuvent concerner l'achat des produits stratégiques pour les entreprises ou secondaires comme les fournitures. Elles peuvent appartenir également à une entreprise ou un consortium d'entreprises et puis elles offrent des services extrêmement variés ou plus ou moins étendus comme l'achat des biens sur mesure et ainsi que des catalogues en ligne et puis elles suivent un modèle économique très divers comme les frais d'abonnement, les pourcentages sur les transactions et les paiements annexes et autant d'avantages donc qui incitent les entreprises à choisir, surtout pour les petites et moyennes entreprises, à choisir la marketplace plutôt que de vendre sur son propre site internet qui bien sûr demande des moyens plus importants. Donc là, si vous voyez, on est en train c'est comme une transposition du e-commerce vers le B2B qui a ses caractéristiques. Et puis, le plus important dans cette vidéo, c'est de se focaliser sur l'intérêt des médias sociaux en B2B, donc le rôle des médias sociaux en B2B et bien sûr sur des marchés qui sont ultra compétitifs, les médias sociaux offrent de nouvelles opportunités pour se faire connaître, se différencier, développer une relation donc de proximité avec ses clients et prospects bien sûr. Les entreprises B2B, elles ont bien sûr compris ceci et on assiste actuellement à un fort développement donc de l'usage des médias sociaux. Et bien sûr, on sait très bien qu'en B2C, ces médias sociaux ont été intégrés depuis longtemps et dans une démarche relationnelle avec les internautes sur les médias sociaux. Le secteur B2B, il n'en est qu'à ses débuts et bien sûr, nous allons voir l'intérêt d'utiliser ces médias sociaux pour bien sûr développer les relations. Donc premièrement, selon une enquête qui a été menée aux États-Unis, les intérêts principaux. Premièrement, améliorer la notoriété et l'image de marque des entreprises B2B, donc c'est le cas également pour le B2C, acquérir de nouveaux clients, gérer des leads, fidéliser la clientèle, prendre le leadership sur un sujet ou une thématique donnée. Donc en complément à ces premiers éléments, une multitude de points donc sont plus importants en B2B. La création du contenu sur un blog entreprise ou bien sa diffusion via les médias sociaux qui va permettre à ces entreprises de se positionner comme experts sur un sujet important pour l'entreprise et puis d'améliorer sa position, donc son référencement sur les moteurs de recherche comme Google.
Également, ils vont permettre le suivi et le pilotage de leur image et surtout de leur e-réputation. La possibilité également de développer la relation avec ses clients ou prospects à travers l'échange, le dialogue, l'écoute, le service après-vente, le conseil et la formation en ligne qui est un élément très important dans le B2B et bien sûr la co-création entre les fournisseurs et les clients par exemple, et enfin la réalisation d'une veille client et concurrent, et on sait très bien que les médias sociaux c'est un outil qui permet cette veille concurrentielle et qui va permettre ensuite un avantage compétitif pour les entreprises. Donc là, c'est par rapport à l'intérêt d'utiliser les médias sociaux même en B2B. Alors, comment peut-on mettre en œuvre une stratégie médias sociaux en B2B? Et donc, nous allons commencer premièrement par la définition des objectifs. 3 catégories d'objectifs qui peuvent être définis. Nous avons l'axe marque, donc cet axe marque, il est lié à la notoriété, à l'image, à l'expertise de l'entreprise. L'axe business qui permet donc de recruter, fidéliser et vendre. Et enfin, l'axe relationnel qui est un axe important en B2B qui va permettre de développer la relation et les échanges. Deuxième étape de cette mise en œuvre, il faut bien sûr choisir les cibles. Donc au-delà bien sûr des clients et prospects, il ne faut pas oublier les réseaux d'influence, les leaders d'opinion, les prescripteurs et bien sûr les médias. Il faut connaître ces cibles choisies, donc il faut connaître les attentes, les besoins, les usages en matière de médias sociaux, donc des cibles, afin d'utiliser donc les bons leviers avec le bon discours, surtout en marketing B2B. Et puis, il faut définir les moyens. Donc, la mise en œuvre d'une stratégie médias sociaux nécessite à la fois une organisation spécifique et bien sûr des moyens financiers. Quand on parle d'organisation, donc des équipes impliquées avec notamment un bon community manager et bien sûr des moyens financiers. Et donc là, il faut prévoir la création de contenu à valeur ajoutée pour d'une façon individuelle ou les cibles, et un plan d'action qui est régulier pour animer et pour bien sûr améliorer la visibilité de l'entreprise. Puis, il faut également définir les médias sociaux et le plan d'action. Quels médias sociaux, et on va voir plus tard quels médias sociaux il faut viser en fonction de l'objectif. Donc, quels médias sociaux, quel contenu, quelle fréquence d'action, quelles actions et quel planning pour les publications, donc en fonction de la cible. Et enfin, bien sûr, qui dit mise en œuvre de stratégie, il faut mettre en place un suivi et un pilotage donc des actions. Et bien sûr, cette étape, elle est fondamentale car elle va permettre bien sûr de réajuster, si nécessaire, toute la stratégie qui a été mise en œuvre. Donc là, c'est par rapport aux étapes. Donc la définition des objectifs, le choix de la cible et la connaissance de ces cibles, la définition des moyens en termes d'organisation et en termes, bien sûr, en organisation, les équipes impliquées, etc. Et en termes de moyens financiers, bien sûr, on sait très bien que ça coûte cher de bien créer du contenu et bien gérer les pages sur les médias sociaux. Et bien sûr, il faut bien définir ces médias sociaux. Donc, il faut bien choisir les médias sociaux selon, bien sûr, les cibles. Et enfin, quand la stratégie elle est mise en œuvre, il faut bien sûr un suivi et un pilotage des actions pour voir s'il y aurait réajustement ou pas. Après, nous passons aux principaux médias sociaux, comme vous voyez sur l'écran, donc les principaux médias sociaux en B2B. Et là, les objectifs alloués aux actions menées sur les médias sociaux ainsi que les cibles choisies vont orienter donc l'entreprise le choix de tel ou tel média, et on les classe généralement, comme vous voyez, en 5 familles en fonction donc des usages principaux donc de chacun, et bien sûr on va voir en détail le choix et l'objectif. Donc premièrement, réseauter. Quand l'entreprise
a pour objectif de faire du réseautage. Donc bien que Facebook, bien sûr, soit un réseau intéressant pour sa puissance de frappe, les réseaux B2B principaux sont LinkedIn, donc et Viadeo. Viadeo, c'est la version française de LinkedIn, et ils permettent aux membres de rester bien sûr connectés et de rencontrer d'autres professionnels autour d'un centre d'intérêt donc qui convergent. Puis une autre famille, c'est bien sûr le simple partage du contenu créé par l'entreprise, et bien sûr ces plateformes, elles sont intéressantes pour donc diffuser du contenu à forte valeur ajoutée, par exemple la présentation de votre entreprise, le partage d'un livre blanc, et donc elles permettent ainsi de travailler donc sur son image de marque, sur l'expertise et bien sûr sur son e-réputation, comme les pages entreprises qui sont offertes par LinkedIn ou Viadeo. On a bien sûr YouTube, Dailymotion ou Vimeo pour les vidéos, et on a aussi Instagram ou Picasa donc pour les images. Là, c'est pour le partage des contenus. Pour le partage des favoris, ce sont des outils en B2B qui sont utilisés pour partager des favoris, et là on a l'exemple de Scoop.it qui permet en fait, en créant un compte sur un thème précis, de se positionner comme un expert et de dynamiser sa présence sur la toile. Et là, pour les internautes clients ou les prospects qui cherchent de l'information, ce sont donc de vraies mines d'or. Les entreprises auront aussi le choix de publier. On retrouve ici tous les outils qui permettent bien sûr de créer et de diffuser facilement du contenu, les plateformes blog comme WordPress ou les blogueurs, les plateformes de microblogging comme Twitter ou Tumblr. Donc là, c'est pour publier. On a aussi les wikis comme Wikipédia, où nous pouvons également publier des informations et du contenu facilement trouvable par les internautes. Et enfin, les entreprises auront tendance à vouloir échanger, converser, créer du lien, et Viadeo et LinkedIn bien sûr offrent la possibilité de créer des groupes thématiques où les membres peuvent discuter ou échanger, et bien sûr pour les échanges vocaux, il y a également Skype qui permet également, ou Quora qui permettent également donc de converser. Alors, par rapport à ces médias sociaux, si on veut résumer, donc en B2B comme en B2C, ces médias sociaux, ils offrent une multitude d'opportunités de se faire connaître, premièrement, de développer son business, améliorer sa notoriété sur le web, son image, son e-réputation, recruter ou fidéliser des clients, ou tout simplement vendre. Et bien sûr, après la validation de la stratégie de l'entreprise et les moyens bien sûr nécessaires financiers, la mise en œuvre d'une stratégie média, elle passe, comme on a dit, comme ce qu'on a vu, par la définition des objectifs, le choix des cibles, connaître les usages ou bien les besoins des cibles, définir bien sûr les moyens organisationnels ou humains ainsi que financiers, et enfin, par rapport à la dernière diapositive, c'est de choisir les médias sociaux les plus adéquats et bien sûr définir un bon plan. Et une fois un bon plan d'action, et une fois la mise en œuvre de cette stratégie médias sociaux, il faut mettre en place le pilotage des actions, et on se focalise sur les KPI, donc les indicateurs de performance qui vont permettre en B2B de soit revoir ou des réajustements de la stratégie. Et enfin, en B2B, les principaux médias sociaux, comme on a vu, sont LinkedIn, Viadeo, SlideShare, YouTube, Twitter et Scoop.it, et bien sûr les plateformes de blog comme ce qu'on a vu, donc le WordPress. Et notre cours sur le B2B tient à sa fin, donc le cours, donc la partie 5 et tout le cours en B2B. Donc nous avons conclu avec l'importance des médias sociaux. Je vous dis au semestre prochain peut-être, et bien sûr n'hésitez pas à faire vos fiches.
Et puis on se retrouve pour la section de questions-réponses et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.